Bonsoir et bienvenue à vous en direct sur Public Sénat. Voici les titres du 22h ce soir. C'est un immense scandale mis à jour dans le football mondial. Un réseau criminel soupçonné d'avoir truqué des centaines de matchs, dont des rencontres de Ligue des Champions, a été démantelé par la police européenne. Les conclusions d'Europol confirment le caractère extrêmement internationalisé de l'action de ces réseaux. Des arbitres, des joueurs et des responsables de clubs auraient touché des pots de vin. Notre invitée ce soir, c'est la ministre des Sports, Valérie Fourniron, tout à l'heure. Le vice-président américain salue le courage des militaires français au Mali. En déplacement à Paris, Joe Biden a apporté son soutien à l'action décisive de la France au moment où une opération de libération des otages détenus dans le massif des Ifoga serait en préparation. Les autorités françaises ne confirment ni n'infirment cette information. Plus d'éléments dans ce journal. Et puis cette question, pour ou contre la PMA, pour ou contre son examen rapide? Depuis plusieurs mois, gouvernement et députés socialistes se divisent sur cette question sensible. Mais qu'en pense le chef de l'État? Difficile à dire, tant ses positions sur le sujet sont mesurées. L'éclairage politique ce soir de Guillaume Tabar. Voilà pour le programme de votre 22h. Merci d'être en notre compagnie ce soir. En visite à Paris, Joe Biden a rendu hommage au courage des soldats français au Mali. Le vice-président américain et François Hollande souhaitent désormais la mise en place d'une force de maintien de la paix placée sous l'autorité de l'ONU. Joe Biden a beaucoup insisté également sur l'action décisive de la France. On l'écoute. Au nom du président des États-Unis, nous vous félicitons pour votre action décisive. Et je dois aussi louer la compétence impressionnante des forces militaires françaises. Nous sommes tombés d'accord sur le fait que la force africaine au Mali soit aussi rapidement que possible placée sous l'autorité des Nations Unies. Et sur le terrain, à l'extrême nord du Mali, l'armée française poursuit sa traque des djihadistes jusqu'au massif des Ifoga. C'est une immense zone de montagnes et de grottes où se seraient repliés de nombreux groupes armés. Et c'est là aussi que se trouveraient les 7 otages français enlevés au Niger et au Mali par l'AQMI et le Moudjahou. L'état-major des armées françaises indique ce soir qu'il n'infirme ni ne confirme l'information selon laquelle une opération de libération des otages serait en préparation. Les détails avec Flora Sauvage. Dans le désert du Sahel, la chasse à l'homme est lancée. Après la reconquête des grandes villes du nord du Mali, l'heure est maintenant à la deuxième phase de l'opération Serval, empêcher les islamistes de se réorganiser. Depuis le week-end, d'intenses frappes aériennes sont menées dans la région de Kidal, au nord-est du pays. Les rebelles Touaregs du nord du Mali ont dit avoir capturé 2 chefs islamistes qui fuyaient les bombardements de l'aviation française près de la frontière algérienne. Mohamed Moussa Ag Mohamed était responsable de l'application de la charia à Tombouctou. L'autre captif, Oumeni Ould Baba Ahmed, serait responsable de l'enlèvement d'un otage français revendiqué à l'époque par le mouvement national de libération de l'Azawad. C'est dans la région de Kidal qu'une grande partie des djihadistes se sont réfugiés. C'est aussi dans cette zone que sont sans doute détenus, selon Paris, 7 otages français enlevés en 2011 et 2012 par des islamistes. Des forces spéciales sont actuellement en train de se redéployer dans le massif des Ifoga. Lors de sa visite au Mali samedi, François Hollande a affirmé que le moment était venu de libérer les otages. Après 3 semaines de bombardement, les otages constituent une monnaie d'échange précieuse pour les islamistes qui les détiennent. Et à noter demain sur les chaînes parlementaires une édition spéciale à partir de 10h30 à l'occasion du discours de François Hollande devant le Parlement européen de Strasbourg où il devrait être aussi question du Mali. Un discours qui intervient 2 jours avant le sommet de Bruxelles où l'adoption du budget de l'Union européenne s'annonce très difficile. Dans l'actualité également ce soir, plus d'une trentaine d'imams réunis en début de soirée tout à l'heure au mémorial de la Shoah de Drancy. À l'origine de cette initiative, l'imam de Drancy, Hassan Chalgoumi, et l'écrivain Marek Alter. C'est un symbole fort, soulignent les 2 hommes qui militent en faveur du rapprochement des communautés juives et musulmanes. On voit tout cela avec Mathilde Bélanger. Quelques dizaines d'imams venus de plusieurs villes de France et à leur tête le charismatique imam de Drancy, Hassan Chalgoumi. Ils sont venus déposer une gerbe de fleurs devant le monument en mémoire des victimes de la Shoah, un geste à haute portée symbolique salué par le ministre de l'Intérieur. Nous sommes une terre dans laquelle on peut construire un dialogue entre les religions et une vision apaisée de la place des cultes dans notre société. Et le dire ici à Drancy,
prend une force, je crois, qui rayonne au-delà même des frontières de notre pays. La rencontre s'est poursuivie par une visite du mémorial de la Shoah. Ici, entre 1941 et 1944, 70 000 personnes furent emprisonnées avant leur départ en camp de concentration. Un rappel historique important pour les organisateurs. En effet, sur fond de conflit israélo-palestinien, cet événement est parfois aujourd'hui sujet de controverse entre juifs et musulmans. Vous savez, dans quelques années, les gens qui ont subi cette histoire atroce ne seront plus là, il n'y aura plus de témoins. Donc le seul témoignage, c'est ça. Donc il va falloir le perpétuer. Quoi qu'en pensent certains, il y aura toujours des gens qui vont s'y opposer, mais nous devons, c'est notre histoire. Et c'est aussi, voilà, la France a commis des erreurs, elle les a réparées, elle doit continuer à les réparer, mais c'est notre pays à tous pour faire de telle sorte que plus jamais ça. En novembre, 17 d'entre eux s'étaient déjà rendus en Israël pour prier sur les tombes des victimes juives de Mohamed Merah. Et à présent, nos invités ce soir, invités politiques tout d'abord, Valérie Fournéron, bonsoir. Bonsoir. Et bienvenue à vous, vous êtes ministre des Sports et de la Jeunesse. Interview à suivre dans un instant. Avec nous également Guillaume Tabar, bonsoir Guillaume. Bonsoir Sonia. Éditorialiste aux Échos et notre chroniqueur Jean-Louis Gombault, bonsoir Jean-Louis. Bonsoir Sonia. Alors Jean-Louis, nous allons parler ce soir d'une nomination qui ne se passe pas vraiment comme le souhaitait l'Élysée pour l'ancienne patronne d'Areva, Anne Lauvergeon. La présidence, je le rappelle, de ADS s'éloigne de celle que l'on surnomme Atomic Anne, le comité de nomination de ce très grand groupe européen de l'aéronautique, de l'espace et de la défense serait opposé à son arrivée à la présidence. Et pourtant, Jean-Louis, elle avait des soutiens côté français. On va écouter l'un de ses défenseurs, c'était il y a quelques jours le ministre de l'économie, Pierre Moscovici. On l'écoute. C'est une femme qui a de grandes qualités, qui doivent être pleinement utilisées. Et nous sommes favorables à ce qu'elle se le soit. Mais en même temps, respectons les structures de gouvernance, comme on dit de l'entreprise. C'est le comité de rémunération se prononce, puis le conseil d'administration, puis l'assemblée générale. Mais il me semble qu'en effet, elle a toutes les qualités pour jouer un rôle majeur, son énergie, ses compétences industrielles chez EADS. Alors Anne Lauvergeon, soutenue par Bercy, par Matignon et par l'Élysée, mais cela n'a pas suffi, Jean-Louis. Pourquoi? Ça n'a pas suffi parce que depuis que les actionnaires historiques privés de ADS, c'est-à-dire du côté français Lagardère et du côté allemand Daimler, se sont retirés, EADS a revisé complètement ses statuts et son mode de gouvernance. Et effectivement, le comité de nomination qui s'est donc réuni hier, s'est pas tellement opposé à la candidature d'Anne Lauvergeon, il ne l'a pas retenu. Alors, le comité de nomination a retenu 2 candidatures auxquelles les Français ont droit en tant qu'État français comme actionnaire dans EADS. Ces 2 candidatures, c'est celle de Madame Lauvergeon et de Monsieur Rank, mais il n'a pas retenu le fait que Madame Lauvergeon puisse devenir présidente. Ils n'ont pas proposé cette candidature. Alors, les Français sont évidemment étonnés parce que c'était une proposition de l'Élysée, Matignon, soutenue par Bercy. Et généralement, quand le directeur exécutif de ADS est allemand, c'est le cas actuellement, c'est Thomas Enders, eh bien le président est français. Et ceci est vrai depuis l'année 2000. Et il semble bien que, contrairement à ce qu'on pouvait penser, ce soutien politique à Madame Lauvergeon lui est plutôt desservie, car elle est apparue un petit peu comme, compte tenu de son parcours, c'est-à-dire de François Mitterrand à Areva, entreprise de capitaux publics français, elle est apparue comme une espèce de... Elle pourrait être une courroie de transmission de l'Élysée à l'intérieur de ADS. Puis ensuite, a joué quand même, sans doute, le caractère très particulier de Madame Lauvergeon. EADS, il faut bien comprendre, c'est une entreprise qui cherche en permanence le consensus. Et Madame Lauvergeon a plutôt une conception un petit peu clivante dans la gestion des entreprises. Elle a eu un certain nombre de problèmes avec des entreprises françaises et allemandes, du reste. Je pense plus particulièrement à Siemens. Et ces 2 facteurs ont joué contre elle. Jean-Louis, est-ce que c'est aussi un test d'indépendance réussi pour ce grand groupe EADS qui a affiché il y a peu sa volonté de ne plus être soumis aux pressions et aux desiderata politiques? Alors, EADS le dit, vous savez, les Français ont voté pour un président normal et EADS veut devenir une entreprise normale. Et c'est exactement cela qui se passe. Par exemple, je disais à l'instant, depuis l'an 2000, quand le directeur exécutif est allemand, le président est français. Eh bien, dans les statuts actuels qui sont revus, comme je le disais tout à l'heure, eh bien, cette clause n'est plus de mise. Et tout le fameux EADS depuis l'an 2000 est dirigé un Français, un Allemand, un Français. Ceci n'est plus dans les statuts de l'ADF. Et il semble bien que les Français qui ont signé ces statuts n'aient pas vu la portée totale. En tout cas, ils n'ont pas agi
comme les statuts pouvaient le prévoir. Cela dit, Madame Lauvergeon peut très bien être demain présidente de ADS, parce que c'est l'Assemblée générale des actionnaires votera pour un conseil d'administration, et on peut ne pas retenir, mais ce n'est jamais arrivé, on peut ne pas retenir le fait que Madame Lauvergeon n'ait pas été retenue. On aura l'occasion d'en reparler. Merci beaucoup Jean-Louis pour votre éclairage. Dans l'actualité également, le projet de loi sur la famille, incluant la procréation médicalement assistée, sera examiné avant la fin de l'année et après l'avis du Conseil d'éthique. Avec cette mise au point, Jean-Marc Ayrault tente ainsi de mettre un terme au flottement au sein de son propre gouvernement sur la question si délicate de la PMA. La droite se frotte les mains et dénonce un gouvernement qui ne sait pas où il va. On voit tout cela avec Sandra Cerquera. Après le couac de ce week-end, difficile de savoir quand le projet d'ouverture de la PMA aux couples homosexuels sera réellement étudié. Pour la droite, cet énième cafouillage souligne le manque de cohérence du gouvernement. Je crois qu'il y a beaucoup d'ambiguïté sur beaucoup de choses, sur les 75%, sur beaucoup de trucs au sein du PS. Manifestement, il y a une complicité entre le président de la République et son Premier ministre pour jouer au tango, pour faire un tango. Initialement, la PMA devait être incluse dans le projet de loi sur la famille et étudiée en mars prochain en Conseil des ministres. Mais le gouvernement veut attendre l'avis du comité d'éthique, prévu dans 6 mois, mais qui n'est que consultatif. Un flou qui agace même à gauche. Certains doutent désormais des intentions du gouvernement. Pour cette sénatrice écologiste, aucun doute, la PMA est enterrée. Ça m'étonnerait que politiquement, le gouvernement se lance dans de 10-11 mois dans un nouveau débat, une nouvelle polémique, de nouvelles discussions. La PMA aurait dû passer directement, aurait dû être incluse dans cette loi. Alors qu'à l'Assemblée, les députés socialistes sont majoritairement favorables à la PMA, ce n'est pas le cas au Sénat où la moitié des PS sont contre. Voilà qui ne devrait pas aider à la clarté du débat. Et sur ce sujet, l'analyse politique de Guillaume Tabar. Alors Guillaume, François Hollande reste relativement discret sur la PMA. On va voir ensemble quelques prises de position ces derniers mois. Regardez d'abord, dans le magazine Tétu, c'était en avril 2012, donc avant la présidentielle, il dit oui à la PMA, non à la GPA. C'est plutôt clair. Le 12 décembre 2012, donc toujours à propos de la PMA, il dit ceci: « Je laisse le Parlement décider de son intégration dans le projet de mariage pour tous de manière souveraine. » Et il ajoute: « Si j'avais été favorable, je l'aurais intégré. » Enfin, le 3 janvier 2013 dans Le Point, il dit « J'y suis favorable, mais je pense qu'il faut la voter plus tard. » Bref, est-ce qu'on connaît vraiment sa position sur ce sujet? Écoutez, pour éviter d'employer le mot couac, car je crois que c'est un mot que vous n'aimez pas, on pourrait citer Boileau. Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement. On va prendre un auteur peut-être plus moderne et plus socialiste, Martine Aubry, qui disait « Quand c'est flou, il y a un loup ». Il y a le moins que l'on puisse dire, et les phrases que vous avez montrées le rappellent, c'est que sur cette question, il y a un flou. Alors un flou peut-être de François Hollande lui-même, qui a eu des positions, si ce n'est divergentes, du moins un peu fluctuantes. C'est vrai qu'il l'a dit lui-même, vous l'avez rappelé, si j'avais voulu que la PMA soit dans le texte, elle y aurait été. Mais lorsque Bruno Le Roux, au nom des députés socialistes, dit qu'il veut, d'abord qu'il voulait un amendement au texte mariage, ensuite qu'il tenait à ce que la PMA soit dans le projet de loi famille qui aurait dû être présenté dès le 27 mars en Conseil des ministres, Bruno Le Roux dit « Je n'aurais pas pris cette position si je n'avais pas parlé d'abord au président et s'il ne m'avait pas donné son accord. » Alors, en fait, le problème, c'est quoi? Eh bien, c'est qu'on voit bien que dans l'opinion, aujourd'hui, il y a une légère mais réelle majorité en faveur du mariage pour les couples homosexuels, que sur la question de l'adoption, les avis sont nettement plus partagés, on est en gros à 50-50, que sur la PMA, il y a une forte majorité qui est contre, et que sur la GPA, la gestation pour autrui, là, on est franchement contre. Or, tout le débat montre aussi bien les arguments de ceux qui défendent ce texte que ceux qui s'y opposent, que finalement, quoi qu'en dise le gouvernement en essayant de scinder les deux sujets, il y a un lien entre les deux. Jean-Pierre Michel, qui sera le rapporteur au Sénat, a bien dit, il a dit sans détour, que ça lui paraissait logique qu'on aille jusqu'à la GPA. Bon. Donc, du coup, à droite, on suspecte que le gouvernement veuille cacher ses intentions. Et inversement, à gauche, on l'a entendu aussi avec la sénatrice Benbassa, on suspecte le gouvernement de vouloir enterrer l'affaire. C'est vrai que si François Hollande disait de manière très claire sa volonté, sa position, peut-être que tous ces couacs, allons-y, de ces derniers jours auraient été évités. Valérie Fourneron, je l'ai dit tout à l'heure, ministre des Sports et de la Jeunesse, je vais compléter ma présentation en précisant que vous êtes médecin de formation. Est-ce que justement, en tant que médecin, vous avez un avis sur la PMA, j'imagine? Est-ce que vous avez surtout des réserves sur cette question délicate?
Je crois que ce qui était très important, c'est qu'il y ait la séparation, des deux sujets et que l'on puisse voter tranquillement, le plus sereinement possible sur le mariage pour tous et l'adoption pour les couples de même sexe. Qu'il y ait ensuite un autre travail approfondi, c'est nécessaire et c'est indispensable que le Comité national d'éthique ait été saisi sur le sujet de la PMA pour pouvoir ensuite l'aborder plus sereinement. Pourquoi? Parce que la PMA relève du Code de la santé. Elle est aujourd'hui uniquement réservée aux couples infertiles, aux couples qui ont des risques d'avoir des enfants mal formés et que le sujet se pose autant pour les couples hétérosexuels que pour les couples homosexuels sur la PMA. Donc on a un sujet d'éthique éminemment différent sur l'anonymat des gamètes, et donc on a deux sujets, le code civil et le mariage pour tous. C'était essentiel, enfin reconnaître, ses droits à aimer une personne de même sexe, à pouvoir adopter. Et il y a un sujet qui devra être abordé après un travail du Conseil national d'éthique dans le cadre de la PMA. Vous êtes tous suspendus à cet avis du comité d'éthique dont le président était venu sur notre plateau, Jean-Claude Amezen. Mais si ce comité dit non, qu'est-ce qui se passe? Écoutez, on verra à ce moment-là, mais je pense qu'il faut être extrêmement, serein, poser le sujet. Ce sont des sujets qu'on ne pose pas de façon trop frontale, et donc il me semble que le délai est tout à fait normal, légitime. Il y a un sujet d'éthique qui doit être abordé de façon approfondie dans ce cadre. Je rappelle qu'il a un nom, c'est la procréation médicale assistée, donc il y a un sujet qui est différent, du code civil. Pour être totalement clair, ce sera ma dernière question sur ce sujet. Si vous étiez député socialiste, est-ce que vous voteriez la PMA dans la loi pour la famille, vous-même, personnellement? Écoutez, pour l'instant, la question ne se pose pas. Je suis plus député, mais c'est vrai que, il y a peu de médecins qui sont favorables à la PMA. Je crois avoir exprimé, mes interrogations aujourd'hui sur ce sujet, qui interroge effectivement beaucoup notre profession. Alors, autre sujet, c'est un vaste scandale, Madame la ministre des Sports, une affaire hors norme démantelée par Europol qui ébranle ce soir le monde du football. 680 matchs peut être truqués et de nombreuses personnes en cause dans un énorme système de paris truqués, de pots de vin. Votre réaction, est-ce que vous tombez des nues? Bon, d'abord, il faut saluer quand même le travail qui a été réalisé par Europol depuis 18 mois pour mettre en lumière ce vaste trafic. Tomber les nues sur l'importance, sans doute, de nombre de matchs concernés, sur l'importance de ces matchs, la Champions League, des matchs qualificatifs du Mondial, sans doute de l'Europa League. Mais en même temps, on sait de toujours que les paris sportifs sont une activité à risque sur l'intégrité des résultats sportifs, à risque sur la santé, avec des risques d'addiction qui sont importants sur les paris, enfin, à risque sur la sécurité publique. Et il y a une étude encore assez récente, dernier, qui montrait qu'il y avait 140 milliards d'euros annuels blanchis par l'intermédiaire des paris sportifs. Même si pour le moment, Europol n'a pas mentionné des matchs disputés en France, selon le président de l'autorité française de régulation des jeux en ligne. Je le cite, il s'agit de Jean-François Villotte. Il dit ce soir, la France n'est pas à l'abri. Est-ce que vous êtes du même avis? Pour l'instant, on n'a effectivement aucune information dans cette enquête qui toucherait des clubs ou des acteurs français, mais ça veut dire que ce risque, il existe absolument partout, sur tous les pays. Internet nous permet d'avoir, ces transmissions en permanence, et donc personne n'est à l'abri. Cela veut dire une chose très simple, c'est que la lutte, elle doit être obligatoirement internationale. Et il y a encore quelques semaines, j'étais à Bruxelles dans une réunion du Conseil des ministres européen, et on n'a même pas réussi à avoir une résolution commune pour avancer sur partager, mais c'est indispensable. Il nous faut une lutte internationale sur ce registre également. À mes confrères Jean-Louis et Guillaume, mais comment, j'allais vous demander, avec tant d'instances du foot que l'on dit intègre, comment ce sport peut-il être à ce point vérolé, rongé par la malhonnêteté et la corruption?
Quand il y a beaucoup d'argent, il y a aussi beaucoup de risques. Il y a effectivement beaucoup d'argent dans le milieu du football. Il ne faut pas non plus, je veux dire, tout jeter. Mais il y a sur le registre des paris, avec là ce qui est une plateforme qui serait à Singapour, toute une organisation mafieuse qui serait derrière l'ensemble de ces matchs truqués. Et si on n'avance pas sur le plan de la lutte internationale, comme l'a fait donc la police européenne, si on ne va pas jusqu'à un dispositif qui prend en compte Interpol sur le plan des polices, il faut que les instances se bougent un peu, pardon. Et il faut aussi que le mouvement sportif, je veux dire, prenne des sanctions. Je veux dire, il faut que ça soit à la fois l'action du mouvement sportif international et l'action des gouvernements. C'est pas l'un sans l'autre. Simplement, je voulais nuancer un chiffre que vous avez donné tout à l'heure. Vous avez dit 140 milliards de dollars sont d'argent sale et sont recyclés dans les paris sportifs. Je pense que ce n'est pas exactement ça. Les paris sportifs se montent à 140 milliards. Ça ne veut pas dire que les 140 milliards, c'est de l'argent sale. Je dis ça parce qu'il y a des gens qui font des paris sportifs. C'est de l'argent de paris sportifs. C'est tout simplement là. Et à l'intérieur, vous avez du blanchiment. Mais alors justement, ce chiffre est aussi intéressant pour deux raisons. C'est que, d'après ce que j'ai pu voir dans la presse, n'est-ce pas, on parle de 8 millions d'euros. 8 millions d'euros sur 140 milliards de paris sportifs. Même s'il y a beaucoup de matchs impliqués, c'est très faible. C'est très très faible. Je ne veux pas du tout dégonfler ce scandale, puisque vu le nombre... Il faut qu'on vérifie le chiffre, Jean-Louis, mais c'est quand même une très vaste affaire. Il faut voir qui brasse des millions. 8 millions de dollars sur 140 milliards de paris, sur un marché du foot qui représente à l'échelle mondiale 350 milliards de dollars. Nous sommes quand même pas sur des chiffres énormes. Peut-être ce ne sont pas des petits matchs qui sont mis en cause. Il y a les éliminatoires de la Coupe du Monde, la Ligue des Champions. Ce sont là des moteurs aussi de l'amour du foot pour des millions de jeunes, de gamins qui sont salis si les conclusions de l'enquête se confirment. Il y a aussi tout cet aspect-là. Bien sûr, l'exemplarité du sportif de haut niveau, elle est essentielle. Et ce registre, l'ensemble de ce qui met à mal l'éthique du sport est aujourd'hui, je veux dire, une exemplarité et un outil éducatif du sport qui est immédiatement sali. Donc, on a besoin à la place du sport dans notre pays, la place du sport, je veux dire, dans les relations internationales est forte. Elle n'est pas simplement, je veux dire, autour des grandes compétitions internationales, et tout simplement autour des échanges entre les uns et les autres dans toutes les catégories. Et cette dimension éducative du sport, il faut aussi la protéger. Alors Valérie Forneron, il y a une dizaine de jours, c'était sur RTL, au micro de Bicente Lissarazu. Voilà ce que disait Michel Platini en réponse justement à une question posée sur les possibles mots MAUX du foot. On l'écoute. Les paris truqués, ça c'est nous, c'est les footballeurs, c'est le jeu. Et ça pour moi c'est la grande honte. Et même si nous avons tolérance zéro dans tous les secteurs comme le dopage ou la violence ou le racisme, le match fixing, mais le match fixing c'est tolérance zéro plus tolérance zéro parce que ça touche le jeu. Si demain on va voir un match et on sait déjà quel est le résultat de ce match, le football est mort. Alors ma question est simple, est-ce que le football est mort ? Avec cette enquête, j'exagère un peu la question, mais si on va... Mais l'UEFA et la FIFA ont intérêt à réagir et à prendre toutes les conséquences de cette enquête. Tous les éléments vont être transmis aux instances sportives internationales. Elles doivent prendre leurs responsabilités. Mais c'est un combat qui doit être partagé à la fois par le mouvement sportif, il faut qu'ils aillent jusqu'au bout de leur procédure disciplinaire, et il faut aussi que les gouvernements aillent jusqu'au bout, comme on l'a fait sur le dopage avec l'Agence mondiale antidopage. On est en train de travailler en ce moment sur le plan européen à une convention juridiquement contraignante. Si on n'aboutit pas à avoir une convention qui nous lie tous sur cette lutte contre les paris, eh ben on continuera à avoir des plateformes illégales sur des paradis fiscaux et donc on ne pourra pas lutter contre ces paris. Juste un chiffre, oui, 90%... le chiffre de Jean-Louis qui est exact, hein, je viens de le préciser, voilà, les 8 millions, oui. 90% des mises sur les compétitions sportives en France sont faites hors de France. Et donc, si nous régulons, nos opérateurs de paris, en réalité, les opérateurs de façon maxime sont, à l'étranger, et donc on se retrouve dans une situation où il y a encore moins, de frontières que pour le dopage. Alors, cette enquête est là, les conclusions sont là. Qu'est-ce que vous allez faire à votre niveau de ministre des Sports français maintenant? Vous allez la demander, l'enquête, vous voulez la voir, les résultats, les conclusions, vous devez les avoir. On ne les a pas encore d'abord parce que l'enquête se poursuit et qu'on a aujourd'hui un certain nombre d'éléments pour savoir
semble-t-il qu'il n'y a pas d'acteurs français. Mais il faut aller jusqu'au bout de cette enquête et ça c'est indispensable. Ensuite, il y a vraiment une dimension, et nous avons commencé à le faire, un peu de leadership de la France au niveau de l'Union européenne, donc pour pouvoir avancer sur une position commune au niveau de l'Europe. Ensuite, il faut qu'il y ait, et c'est également porté par le commissaire Barnier au niveau de l'Union européenne, ensuite il faut qu'il y ait au niveau des 47 une véritable convention juridiquement contraignante, c'est-à-dire qu'il y ait des sanctions qui soient partagées, comme on a pu l'avoir sur la prostitution, comme on a pu l'avoir sur les réseaux de drogue, et donc il faut qu'on puisse avoir progressé en matière de sécurité publique internationale pour pouvoir avoir les bons outils pour lutter contre ce blanchiment, ces mafias qui sont autour du sport. Il y a donc du travail sur la planche, donc un gros dossier pour vous, Madame Fourniron. On devait également évoquer d'autres dossiers, on aura l'occasion de le refaire lors d'une prochaine invitation. Merci d'avoir été avec nous et c'était une actualité brûlante, comme on dit. Merci Guillaume Tabar et merci Jean-Louis Gombaud. La dernière page du 22h à présent avec tout ce qui vous a échappé dans le reste de l'actualité. Regardez, c'est le tour de l'info, il est signé Cécile Sixou. Une mort liée à une erreur médicale et non à une saturation des services hospitaliers. Ce sont les premiers éléments qui ressortent de l'enquête sur la mort d'un bébé in utero à la maternité de Port-Royal vendredi. Pour comprendre les circonstances exactes du drame, 3 enquêtes médicales, administratives et judiciaires ont été ouvertes. Ce soir, une autre patiente de l'hôpital qui a perdu son bébé en 2011 a également décidé de porter plainte. Une prime de 400 € par an. Face à la grogne des enseignants, Vincent Payon lâche du lest et promet un geste aux professeurs des écoles et aux fonctionnaires de catégorie C. Le ministre de l'Éducation nationale rencontrait aujourd'hui les syndicats qui prévoient une grève nationale le 12 février prochain. Marc Dutroux va-t-il purger sa peine chez lui? La justice belge examinait aujourd'hui une demande du meurtrier pédophile pour une libération anticipée sous surveillance d'un bracelet électronique. Le tribunal rendra sa décision le 18 février, mais selon les médias belges, aucune chance que sa requête n'aboutisse. En 2004, Marc Dutroux a été condamné à la prison à perpétuité pour l'enlèvement, la séquestration et le viol en 1995 et 1996 de 6 fillettes et adolescentes belges, ainsi que la mort de 4 d'entre elles. Ces images insoutenables d'un homme battu par la police devant le palais présidentiel au Caire seraient à l'origine de la démission de Mohamed Saber Arab. Le ministre égyptien de la Culture entend ainsi dénoncer les violences policières dans son pays. Nouveau signe que le gouvernement de Mohamed Morsi s'affaiblit. Depuis 10 jours, en effet, 60 personnes sont mortes dans les violences. Emprisonné à Bagdad depuis 13 jours, le journaliste français Nadir Dendoun devrait passer devant la justice irakienne demain. Il est accusé d'avoir pris des photos sans autorisation. Laisser entendre que Nadir est en infraction avec la législation irakienne, ça laisserait entendre surtout qu'il est responsable de la situation dans laquelle il est. Nous on dit que Nadir faisait son boulot et qu'on doit maintenant, que ça a assez duré et qu'il faut qu'il sorte. Nadir Dendoun a un visa de journaliste et est missionné par le monde diplomatique pour couvrir le 10e anniversaire de l'invasion de l'Irak. François Hollande à Tombouctou, plutôt réaliste sur le possible enlisement de l'armée française au Mali. C'est ce que voit l'œil de Willem aujourd'hui dans Libération. Le dessinateur à la une du quotidien après avoir été récompensé pour l'ensemble de son œuvre au Festival d'Angoulême. Et on arrive à la fin de ce journal. Merci de votre fidélité. Et comme tous les lundis soirs, c'est votre soirée documentaire avec tout de suite le film intitulé Florange, l'acier trompé. Une plongée, vous allez le voir, dans le quotidien de la lutte des ouvriers d'ArcelorMittal avec comme porte-voix l'emblématique Édouard Martin, le syndicaliste à la belle gueule burunée qui aimante les caméras. Belle soirée, à demain, avec plaisir. En Lorraine, le charbon et l'acier ont façonné les paysages et l'esprit des hommes. Avant, ici, les usines faisaient vivre les hommes et les paysages. Elles ont fini par les épuiser, les tuer à petit feu. Couler continue.
Je commence ce film en janvier 2008. À force de renoncement et d'intrigues, un homme a réussi à acquérir un groupe industriel et les usines de ma région. Il devient leader mondial de l'acier. Lakshmi Mittal ferme l'usine de Gandrange. Un PDG liquide, un président livide, des hommes résistent, en vain. 4 ans plus tard, à Florange, juste à côté, des hommes se battent encore pour sauver leurs hauts fourneaux. Ce sont les derniers. Ces hommes s'opposent à Mittal. Ce film est le récit d'un combat, une tragédie avec ses héros, ses traîtres, ses fantômes. Au jour d'aujourd'hui, il y a une question bien précise qui a été posée en CCE, qui était celle-ci. S'il y a une accumulation de commandes ou qu'il y a un incident technique d'un haut fourneau sur un site, est-ce que vous êtes prêt à redémarrer les hauts fourneaux de Florange? On nous a répondu non. Qu'est-ce qu'il faut en déduire d'après vous, M. Coulombe? Là, tout dépend du problème qui est posé. Si vous voulez, aujourd'hui, si on redémarre les hauts fourneaux, on doit les redémarrer dans un contexte pour lequel il y a suffisamment de commandes et leur permettre de fonctionner pendant 3 à 6 mois. Si on redémarre pour 15 jours, ça n'a pas beaucoup de sens. Il y en a des commandes. Vous êtes dans votre rôle, vous défendez le groupe, c'est normal, mais sachez, quand M. Mittal essaiera de fermer, il vous mettra aussi un coup de pied au derrière, M. Colombet, tout directeur que vous êtes, et il vous dira allez voir ailleurs si j'y suis. C'est vrai, vous avez un réseau, vous avez des diplômes, vous avez certainement moins de mal que nous à trouver du boulot. Thierry Renaudin, qui est votre supérieur, nous a dit à nous, en intersyndicale, que de toute façon, hormis un miracle, on ne redémarre plus en 2012. Vous allez nous faire croire à nous que connaissant M. Mittal et sa stratégie, qui va garder les outils arrêtés pendant 18 mois, parce qu'en fin d'année, si c'est le cas, ça fera 18 mois que les outils seront arrêtés. Ne dites pas, aucun membre de la direction ne dites pas que vous êtes étonné de ce qui se passe ici, ça fait des mois et des années qu'on vous met en garde. Battez-vous autrement, mouillez la chemise pour nous. Parce que ce site-là, il est à nous, il est à nous. Ça fait, là-dedans, il y a des gens qui ça fait plus de 30 ans, moi ça fait 33 ans que je bosse. Et je ne laisserai personne, même pas vous, M. Colombet, à toucher un boulon de ce type-là. Même pas vous. Lorsque je suis arrivé à l'usine, comme j'ai été éduqué dans une famille, surtout ma mère, il ne fallait surtout pas faire de bruit, il fallait toujours se taire, il ne fallait jamais répondre, il ne fallait jamais riposter, il fallait se faire le plus discret possible. Pendant une paire d'années, je me suis tué à l'usine. On ne m'entendait pas. Et puis quand je voyais des choses qui ne me plaisaient pas, à un moment donné, je le disais. J'ai fini par parler, j'ai fini par dire ce que je pensais. Et au fil de l'eau, c'est les copains qui m'ont poussé à dire putain, mais fous-toi dans le syndicat, présente-toi aux élections professionnelles, tu parles bien, entre guillemets, t'as une grande gueule. J'étais déjà devenu une grande gueule à l'époque, si je puis dire. Et moi, je ne voulais pas, parce que je me disais, c'est pas mon truc, je ne suis pas fait pour ça. Je pensais qu'être délégué, il fallait être, je sais pas moi, le mec plus ultra, tout savoir, tout connaître, etc. Ça, c'était en 1989 et j'ai été élu délégué du personnel, voilà. Bonjour la famille. Écoute, moi, faut pas être égoïste, je pense pas que moi. Parce que moi, à 58 ans maintenant, même si on me fout dehors, que m'en faire travailler, je m'en fous. Mais je pense à cette jeunesse qui est une richesse inestimable. Tu dis Florange sans l'usine, Florange c'est quoi? Rien. À l'époque, le pont là, il était le plus grand pont européen. Il reste les 2 hauts fourneaux, s'ils ferment, et ben, catastrophe. Catastrophe. Je me combattrai jusqu'à la fin. Tant qu'il y a espoir, il faut y aller.
Mittal, il réfléchit à catalogue Excel, lui. Combien ça me coûte, combien ça me rapporte. Tout ce qui est en rouge, on dégage. Dans sa logique, ça a du sens. Dans sa logique à lui, qui est purement financière, ça a du sens. La vraie question, c'est que faut-il le laisser faire? Nous, on rêve même pas de refaire la société. On rêve même pas, ça serait bien, de refaire le monde. C'est de dire, putain, mais regardez ce qui se passe. C'est ce qui nous attend pour toutes les autres industries. On achète tout le pétrole. On n'en a pas. On est bien obligé de l'acheter ailleurs. On achète tout, les matières premières, les minerais. Il n'y a plus de mines en France. On est obligé de les acheter ailleurs. Ben, ça sera pareil avec l'acier. Je crois aujourd'hui qu'il y a une volonté d'ArcelorMittal de développer de très grandes unités de production en Chine, au Brésil, en Inde, c'est ce qu'ils font aujourd'hui, et d'épuiser en quelque sorte les outils lorrains, mais également français, de les faire tourner à fond, sans faire des réflexions, et le jour où ils ne seront plus en état de tourner, un peu comme la scierie de Vendrange, on les arrête tout simplement. Et c'est la raison pour laquelle on se bat, parce que ce n'est pas seulement un problème de bataille pour l'emploi ici, c'est un problème de répartition de la production dans le monde. Le groupe a refusé une commande assez importante de packaging ici et des commandes rentables. Cette commande-là a été refusée. Ils sont en train de tous se mettre en ordre pour ne pas avoir à justifier l'ouverture du haut-fourneau. Aujourd'hui, le client Daimler-Benz se plaint parce qu'effectivement on ne fait pas les travaux nécessaires, donc on lui envoie des produits avec de plus en plus de défauts. Et là c'est pareil. Ils ne bougent pas. Pourquoi? Comme nous, on communique depuis 15 jours en disant que nous avons les plus grands automobilistes allemands qui assèchent chez nous, ils vont nous dire, mais ils racontent des conneries, les syndicalistes, regardez, Daimler nous claque dans les pattes. On fait de la merde à Florange. Vous voyez? Mais quand on veut tuer, tout est fait pour tuer le site d'ArcelorMittal Florange. Il n'a pas investi dans ce site depuis qu'il est arrivé ici. Mittal, à chaque fois, il démantèle l'outil. Il ne veut pas qu'un concurrent le reprenne. Allez voir en Pologne, allez voir en République tchèque, allez voir en Roumanie. Je peux vous assurer que c'est pas beau non plus ce qu'il est en train de faire. Hein. Il est en train de désindustrialiser l'Europe. Je sais très bien que M. Mittal ne se préoccupe pas des salariés de Florange. C'est pas son sujet. M. Mittal est un financier qui veut gagner de l'argent. Voilà, donc il a une stratégie. Il a une stratégie qui est différente de ce qui se faisait avant. Quand on avait une baisse d'activité, on réduisait l'activité de toutes les usines. Aujourd'hui, lui, il en ferme une pour qu'une usine tourne à plein pot. Sa stratégie est celle-là. Mais n'oubliez jamais une chose, c'est M. Mittal le patron. Voilà, c'est ainsi. Est-ce que vous vous rendez compte que Mittal, il se paye votre dette? Sarkozy, président de la République, il vient à Orange, et l'autre, il le fait mentir, parce qu'il a dit, avec ou sans Mittal, Mais il n'a rien fait, parce qu'il ne peut rien faire. C'est lui qui organise la fermeture. Parce que vous savez, quand il a pris Gandrange, il a pris 580 variétés d'acier, Mittal. Il a pris le calculateur qui faisait ça pendant une quarantaine d'années qu'on a fait de l'acier. Le calculateur, il l'a pris, il est parti avec. On laisse faire ça. À partir du moment où un groupe est assez cynique pour apposer une signature en bas d'un accord qui stipulait le redémarrage, et ils ont injecté, on dit cocorico, 17 millions d'euros. Vous savez, 17 millions d'euros pour le groupe ArcelorMittal, c'est comme si moi je vous piquais 50 centimes. Ça va peut-être vous emmerder, mais ça ne va pas vous rendre pauvre. Hein. À Liège, ils ont injecté plusieurs dizaines de millions d'euros. Le haut-fourneau, il était tip-top. Il l'avait rénové, le haut-fourneau de Liège. Et dans l'accord, il était stipulé qu'il y avait 45 embauches de prévues. Ça, c'était un fameux lundi du mois de novembre, où le mercredi, il annonçait la facture définitive. Notre ennemi est de l'intérieur. On est en train de revivre un copier-coller de Gandrange. L'État préfère investir pour moderniser le site plutôt que de payer de l'argent pour accompagner des gens soit en pré-retraite, soit au chômage. J'ajoute qu'au manque d'acier dans le monde, c'est pas le temps de fermer les usines qui produisent de l'acier, alors qu'on en manque dans le monde. Première solution, on arrive à convaincre M. Mittal de laisser ouvert toute partie du site. Dans ce cas-là, on investira beaucoup plus. Deuxième solution, on essaie de trouver un repreneur, et on existe, on investira avec lui pour laisser le site ouvert. Ce qui se joue, ça va au-delà de la frontière et au-delà de la montagne. Ce qui se joue, c'est la présence d'usines sur le territoire de notre pays.
ici, là. C'est pas un défilé, c'est un piquet de grève, mais c'est ici. Et messieurs les élus, le piquet de grève, c'est près du feu, s'il vous plaît. Il a bien un petit italien. Et monte sur la camionnette. On est très heureux de voir que soudainement, tout le monde se réveille et disent « Ah, c'est bien d'avoir des industries. Dans cette usine, on fait ce qui se fait de mieux en termes d'acier. Il y a Mercedes-Benz qui vient acheter notre produit ici, BMW, Volkswagen, Ford, Toyota, Peugeot, Renault. Et il y en a un... Fiat, pardon, Fiat, excusez-moi. Scusato. Et Seat aussi, parce que je suis d'origine espagnole, Seat aussi. Êtes-vous prêt à proposer une loi qui dise la chose suivante? Si M. Mittal ne veut plus du site de Florange, libre à lui de le quitter. On ne va pas obliger quelqu'un à garder quelque chose qu'il ne veut plus. Mais êtes-vous prêt à faire voter une loi qui lui interdise de démanteler l'outil et force à nous, pouvoir public, les services territoriaux, les ouvriers, les syndicats, de retrouver un repreneur. Bien, je voulais être parmi vous aujourd'hui. Je suis candidat à l'élection présidentielle. Je suis conscient de la crainte, l'angoisse qui est la vôtre. Je sais ce que vous espérez, c'est-à-dire que les hauts fourneaux puissent rouvrir et que vous fassiez en sorte d'avoir une industrie sidérurgique moderne et d'avenir. Eh bien, si Mittal, je ne le souhaite pas, ne veut plus de vous, oui, je suis prêt parce que je viens ici aussi comme député. Et j'avais déjà pris cet engagement à Gandrange, que nous déposions une proposition de loi qui dirait la chose suivante, et ça vaut pour ici comme pour d'autres sites, quand une grande firme ne veut plus d'une unité de production, mais ne veut pas non plus la céder, nous en ferions obligation pour que des repreneurs viennent et puissent donner une activité supplémentaire. Et il faut qu'on arrête de vendre le pays, quoi. C'est tout. Les mecs qui viennent, ils achètent, ils croient qu'ils achètent les ouvriers avec. Et non, on ne fait pas partie des meubles, nous. Hein. Quand tu dénonces un système, tu fais la révolution. Ça veut dire que tu veux plus que ça marche comme ça. Il faut que les politiques changent de stratégie. Et donc, voilà, bien sûr, ça devient politique, parce que la politique industrielle, c'est quoi? C'est une stratégie politique pour l'industrie. Donc, nous, on veut, on veut que le débat il soit là. Voilà, ça parle aux Français, au quotidien, le quotidien de chacun. Parce que moi, je les vois tous, hein, en train de, ah oui, le RSA, les gars qui vont gagner, qui touchent le RSA, on va les faire travailler 7 jours. Non, mais au lieu de faire travailler 7 jours, qui trouvent déjà du taf à tout le monde, quoi. C'est du boulot qu'on veut. C'est pas... Moi, le RSA ou le machin, je veux pas qu'on me le donne. Moi, je veux qu'on me donne une paye. Je veux gagner ma vie. Je veux un job où je gagne ma vie et que je puisse payer mes impôts comme tout le monde pour faire prospérer la France. Le mec, il fait des bénéfices et quand même, il ferme la boîte. Moi, je comprends plus rien, moi. C'est là que je comprends plus où on va et où on va aller. Parce qu'à ce compte-là, on est tous morts. Hein. On est tous morts. Hein. Ils les mettent là, ils gardent le camion là, ils se barrent. Les mecs, ils se barrent. Donc puis on va tous les trois là-bas pour partir. Il joue encore le héros. Franchement, c'est un scandale. C'est de la provoque, ça. Depuis plus de 2 semaines, et en particulier depuis lundi, les mouvements de blocage perturbent gravement le bon fonctionnement de l'usine, notre approvisionnement ainsi que nos livraisons aux clients. Ces actions ne peuvent se poursuivre plus longtemps, sans avoir des conséquences importantes pour l'avenir de tout le site. Je suis, dans ces conditions, amené à faire valoir ce jour l'ordonnance de requête obtenue hier auprès des tribunaux
afin de rétablir la libre circulation des marchandises. J'aurai l'occasion de m'adresser à vous tous personnellement dans les prochains jours en faisant le tour des différents départements. Monsieur Renaudin, vous avez fait faux. Croyez bien que je reste très attaché au retour d'un dialogue social constructif et serein avec les partenaires sociaux et je m'y emploierai dans l'intérêt du site. Point final. Bonsoir à tous et à toutes. J'ai une déclaration à faire. Donc après 4h30 de discussion, nous avons proposé aux organisations syndicales un projet de texte précisant les engagements fermes du groupe relatifs aux 17 millions d'investissements annoncés récemment sans condition. Les organisations syndicales ont demandé un délai de réflexion et nous nous retrouvons demain matin pour connaître leur position. En attendant, je demande instamment aux salariés qui bloquent les sorties de l'usine de laisser passer les camions urgents à destination de nos clients. Merci. Est-ce que vous demandez à l'État de lever le piquet de grève? Pas d'autres questions. Voulez-vous que l'État fasse appel à la France? Merci. Vous avez discuté pendant 4 heures pour rien. Et donc, leurs revendications, ils n'en ont pas tenu compte, ça veut dire. Sur l'aspect industriel, il n'y a rien de nouveau sur le sol. Voilà. Donc ils se foutent de notre gueule. Mais là, il faut qu'on réfléchisse, qu'on prenne... On se prend un quart d'heure le temps de réfléchir chacun dans notre coin, vous en discutez. Mais maintenant, moi, je veux savoir comment on fait. On continue le mouvement, Antoine, pas de problème. Mais il faut savoir comment et avec qui. Ah oui, non, mais c'est sûr. Comment et avec qui. Mais là, on vous attend, l'intersyndicale, vous décidez et nous on exécute, c'est tout. Non, la démocratie, c'est pas ça. C'est les salariés décident et les centrales syndicales sont là pour soutenir les salariés. Oui, d'accord. Mais d'accord. Mais réunissez-vous. Ouais, c'est ce qu'on va faire. On va voir ce qu'on va faire. Là, nous, on est avec vous. C'est tout. Non, mais de toute façon, on pourra se mettre debout sur la tête. On a compris une chose, qu'on n'aura pas de date de redémarrage. Non, on n'aura pas. Ça peut nous foutre le boule, ça on a compris qu'on n'aura pas. Ce que je vais plaider auprès de mon organisation syndicale, mais après, moi je suis un démocrate, je me plierai la majorité. Je pense qu'on n'a pas intérêt à tuer nos clients. Je pense qu'on n'a pas intérêt à tuer nos clients. Par ailleurs, ça ne veut pas dire... Ça ne veut pas dire qu'on ouvre les portes grandes ouvertes. On peut dire, bon allez, cette nuit on laisse passer quelques camions parce qu'il y a aussi, c'est vrai qu'il y a des vraies urgences. On rebloque jusqu'à demain matin à 11h30 et après, après quand on revient, de toute façon on avait décidé qu'à la fin de la semaine on levait le camp. Et puis on sort la tête haute et on se redonne rendez-vous lundi et on décide une nouvelle fois des modes d'action à mener. Voilà, ça c'est ma position. Mais encore une fois, ça n'est que ma position. Je n'impose rien à personne. Il faudrait trouver une symbolique à notre mouvement et je pense qu'il faut faire un truc qui parle à tout le monde. Ça veut dire que moi, mon idée, ce serait de marcher jusqu'à Paris et faire plusieurs villes où on puisse dormir, que des maires nous accueillent et que, comme on sait qu'il y a un collectif d'artistes, des gens connus qui nous soutiennent, arriver à Paris et là, sur Paris, faire un grand concert de soutien pour la sidérurgie en Lorraine, pour le maintien des emplois en Lorraine. C'est 33 km par jour, ça fait 7 heures de marche en moyenne et je pense que voilà, peut-être qu'on va faire 11 jours, 10 jours, 11 jours et il faudrait qu'on voie. Normalement, ouais, c'est faisable. Moi, je pense qu'on a perdu le soutien des salariés. Et pire encore, il y en a certains qui sont devenus hostiles
à notre mouvement. Quand on voit nos militants syndicaux qui disent qu'on a du mal à les mobiliser, c'est le même genre de truc, quoi. C'est dur à entendre, hein, mais c'est la vérité. Donc, ça veut dire que si on n'a pas les salariés avec nous, c'est quelque part, on ne fait pas notre boulot. Parce que si on était capable de leur dire, ici vous ne bougez pas... Claude, pour avoir vécu Gondrange, on a tenu le même discours. Il a fallu que la direction annonce officiellement que le site était condamné pour que les gens sortent de la rue. Ben c'est malheureusement fait. Mais putain, mais peu importe, mais c'est l'histoire du mouvement ouvrier. Ça a toujours été une minorité qui a été devant par obligation, parce que les salariés sont... On peut dire ce qu'on veut, ils ont tous peur de quelque chose. Peur de ne pas pouvoir payer les factures, peur de ne pas pouvoir partir en vacances, peur de ne pas pouvoir s'acheter le dernier caméscope à la mode, peur de ne pas pouvoir s'acheter la dernière bagnole à la mode. On a tous peur de quelque chose, mais c'est notre rôle, camarades. Si nous, on n'y va pas, la vraie question qu'il faut qu'on se pose, est-ce que nous, autour de la table, on est convaincus qu'il faut y aller? C'est ça la vraie question. Après, on verra que les salariés. Mais je n'oppose pas. Si nous, on donne l'impression qu'on n'est pas tellement convaincus, c'est pas les salariés qui vont le suivre. We're moving on, walking to the promised land. We're moving on, walking to the promised land. There is no time, there is no time to sit down on. Les luttes, c'est plus les mêmes. Il y a 20 ans ou 30 ans en arrière, c'est avec des bulles qu'on serait monté à Paris. Et nous, aujourd'hui, on fait une marche pacifiste. On ne sait pas si ça va changer quelque chose. Des fois, c'est hallucinant. Les gens ils nous demandent, mais qu'est-ce que vous faites? Pourquoi vous faites ça? Parce qu'ils veulent fermer une usine et ils veulent nous enlever nos emplois. C'est tout. Même ça, il faut communiquer. La communication, et voilà. Il n'y a que ça maintenant. Il nous a manqué, moi je te dis. C'est magnifique tout ça. Je m'appelle Delgado Daza José. Je suis né en Espagne, de la région d'Andalousie, près de Cadix. Je monte un peu le moral aux copains. Je sais faire à manger, alors ils aiment ça. Et puis, je sais pas, c'est ma façon d'être. Peut-être qu'ils ont voulu que c'est moi qui m'en occupe. Moi, j'aime bien mon usine. On est tous de fils d'ouvriers de la sidérurgie, oui. On a tous travaillé. Tous nos parents ont travaillé là. C'est là que Arcelor, c'est-à-dire Solac, est né, Usinor. Hein. Chercher du monde, bien payé à l'époque. Et mon père, il était parti avec un beau-frère à lui. Et ils sont venus tous les deux ensemble là. Et de là, ils ont rencontré le père à Édouard Martin, hein, qui est venu travailler aussi dans l'usine. Et mon père, il est parti avec la 404, il a été chercher ses parents. C'est sa femme, ses enfants, Édouard. Et puis on est restés toujours amis. Entre-temps, mes parents sont décédés. Mais voilà, la famille d'Édouard, c'est comme tous les Espagnols qu'il y avait à l'époque. Hein. On se connaît tous, quoi. Moi, je suis tranquille, j'ai 54 ans. Dans 3-4 ans, j'aurai 58 ans, 57, 58. C'est bon, ils me mettront en retraite. À la limite, je n'ai rien à foutre. Comme beaucoup d'égoïstes, ils pensent comme ça. Et c'est ça qui ne va pas. Il y a 800 personnes qui sont touchées chez nous à Arcelor, hein, qui n'auront plus de boulot l'année prochaine. Ils ne se rendent pas compte, les gens, là. Hein. Aujourd'hui, on les a reclassés pour l'instant. Hein. Ils ont leur paye jusqu'au mois de mars l'année prochaine. C'est déjà signé, ça. Hein, mais après, où ils vont aller?
Hein, là, ils se rendront compte, ça sera peut-être trop tard. Hein. Là, on devrait être 800 là aujourd'hui. Oh putain. On est venu du Metz, à pied. Alors Morutu. Nounours. Notre nounours, il est là. Bien joué les gars. Antoine, arrête de pleurer. Viens là. Chers amis, ça approche. Ici, malheureusement, en Moselle, nous avons, cher Vincent, été particulièrement victimes de la politique désastreuse du président sortant au cours de ces 5 dernières années. La Lorraine a fait les frais de cette politique catastrophique en matière de sidérurgie. Chacun a en mémoire ce qui s'est passé dès le début de ce quinquennat avec Gandrange. Son agressivité vis-à-vis d'eux, y compris dans les derniers jours, n'est que la preuve de son échec patent. Il retourne cette énergie qu'il aurait pu utiliser contre Lakshmi Mittal, il la retourne contre ceux qui sont les premières victimes de sa politique aujourd'hui. Eh bien, c'est un aveu, c'est l'aveu de son impuissance et c'est l'aveu de son échec lamentable en matière industrielle. Dans quelques secondes maintenant, nous connaîtrons ces résultats. De la place de la Bastille en cas de victoire de François Hollande, eh bien, c'est 6, 5, 4, 3, 2, 1. Les États doivent se réarmer face à la toute-puissance financière d'un certain nombre d'entités économiques mondiales. Nous demandons
à ArcelorMittal de ne procéder à aucune décision qui remettrait en cause la viabilité du site, de manière à ce que le gouvernement puisse désigner une mission d'expertise indépendante sur les perspectives industrielles du site de Florange. Je vous remercie. Merci à vous.